Et je suis heureuse d'être ici parce que je peux dormir. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée vendredi, qu'en France, c'est très compliqué puisque la tension est palpable partout, puisque vous imaginez que lorsque je suis dans la rue, je dois faire très attention. Quand je prends le métro, je dois faire attention, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, que je change, comme nous tous, nos noms, nos prénoms sur les applications de taxi, qu'on est soumis à un espèce de judaïsme clandestin, et que quand j'arrive en Eretz Israël, je dors. Dans un pays en guerre, dormir, donc c'est quand même quelque chose, mais parce que y a cette solidarité. Et donc souvent, lorsque Armand, vous m'avez envoyé un message, ou lorsque je reçois des messages, ma réponse c'est on est ensemble. Donc à la fois, c'est vrai que la terre m'a appelée, mais Armand m'a appelée aussi. Oui. donc je ne pouvais pas ne pas répondre présente. Et puis par ailleurs, c'est joli de parler de choses sur les plateaux télé à la lumière artificielle, mais c'est mieux d'être avec vous, de se rendre compte véritablement. Donc j'essaie de venir à chaque fois, le plus que je peux, en faisant un peu l'école buissonnière de ces news. J'ai abandonné Laurence cette semaine. donc voilà. Après, j'essaie de reprendre par ordre, par la chronologie des livres. En fait, vous connaissez mes origines, donc je vais resituer pour ceux qui connaissent pas trop. Donc, mon père est d'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Gambie, donc c'est à la fois francophone et anglophone. Sa religion d'origine, c'est animiste en réalité, et c'est pour ça aussi que je peux parler de l'évangélisation de l'Afrique, mais aussi de l'islamisation de l'Afrique, et que je peux parler aussi de ce que ça a été l'esclavage arabo-musulman bien avant l'esclavage de l'Occident, cet esclavage dont on ne parle jamais, on n'a jamais le droit d'en parler, on a l'impression que c'est plus que tabou, c'est presque islamophobe de parler de quelque chose qui s'est produit en Afrique noire, où le racisme est extrêmement virulent. Il faudrait le gommer alors que c'est une réalité profonde. Et encore aujourd'hui, en Afrique noire, on voit ce qui se passe. On ne parle plus trop de Boko Haram. On ne parle plus trop de ces jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria. On ne sait pas où elles sont. Elles étaient 200, ces otages. Elles ne sont jamais revenues chez elles. Sans mort la semaine dernière. C'est vrai ? Oui. Ah bon. Bon, bah alors, voilà. Je ne savais pas. Une église nigériane attaquée par les islamistes. Tous les fidèles ont été tués sur place. Oui, mais c'est... Une semaine et personne n'en parle. Bon, ben voilà. Donc, voilà la situation. Et donc, du côté de mon père, l'Afrique noire. De l'autre côté, la Pologne, donc de ma mère, et de mes grands-parents que j'ai eu la chance de connaître malgré la déportation, et maman donc qui a été enfant cachée pendant la guerre dans une ferme dans Poitou-Charentes. Donc quand on est petite fille de déportée et fille d'enfants cachés, moi je voulais absolument pas être cachée. Cachère oui, mais pas cachée. Non, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans une famille où personne ne se ressemble, c'est vrai, parce que la Pologne, ma mère, elle est très blanche. Je ne sais pas comment ça se dit en hébreu, très blanc. C'est par rapport et mon papa, il est très noir, et après, ça donne ça. Mais c'est pas grave. Mais C'est très beau, le résultat. Merci. Mais c'est surtout que ma zone de confort, puisqu'on parlait des zones de confort, vous savez, ces réunions en non-mixité des décoloniaux, où tout le monde doit se ressembler, où tout le monde doit avoir la même couleur de peau, ce qui veut dire l'apartheid, en fait, hein. Et la ségrégation, c'est que ma zone de confort, c'est comme Israël, c'est-à-dire
cellule entre guillemets familiale où personne ne se ressemble. Et c'est là où on se sent bien, quand personne ne se ressemble. Bon. Et donc j'ai grandi dans cette famille-là, et c'est vrai qu'adolescente, on me dit mais tu peux pas être noire et juive, il faut choisir un camp, choisis ton camp. Et tout le temps ça a été ça. Et dans différents milieux, que ce soit à la fac, que ce soit dans le sport, que ce soit au cinéma, j'étais toujours un peu l'autre. Mais moi je suis une femme, vous voyez, madame. Donc c'est mieux que Sammy Davis. Et elle n'est pas borgne. Non, mais trêve de plaisanterie, ces luttes, cette instrumentalisation en fait de la lutte contre les discriminations, pour être finalement le cheval de Troie de la haine du juif, et surtout la déshumanisation, j'ai commencé à le sentir au moment où j'ai voulu écrire Racé, où j'ai voulu écrire en fait ces mots en français on a quand même une langue, l'hébreu est merveilleux, mais la langue française, c'est aussi cette langue du lien, c'est-à-dire que avoir une langue qui nous sépare, c'est détestable, c'est l'inverse de l'objectif de cette langue. Donc dans cet ouvrage, Racé, j'ai fait la liste, lorsque cette journaliste m'a dit « mais vous êtes racisé », j'ai fait la liste des mots qui arrivent dans le dictionnaire français et qui sont là pour nous séparer. Donc effectivement, sous-chien, racisé, le décolonialisme. Et puis après, finalement, cette liste s'est rallongée depuis le 7 octobre, où on entend maintenant apartheid, cette inversion de la réalité. Apartheid, génocide, et alors colonisation. Donc forcément, avec ce pédigré que j'ai, de l'Afrique et du Yiddishland, c'est pas forcément du courage en fait que j'ai à parler, c'est juste que c'est un devoir. Je ne pourrais pas me réveiller le matin, faire Modani Lefanecha et ensuite me regarder et me taire, c'est impossible. Donc je parle et donc j'écris et je continuerai d'écrire, et je sais que je suis bien entourée puisque vous êtes là, et puis aussi avec l'équipe Laurence Ferrari, ou même sur i24 News aussi, où je fais des interventions avec Nathalie, qui est formidable, où on travaille comme ça, main dans la main, avec un lien qui, forcément, le 7 octobre, on a perdu beaucoup d'amis, que ce soit de manière physique, mais aussi on a perdu, soi-disant, des amis. Mais on a compris, à partir du 7 octobre, quand ils se sont tus, quand ils ont commencé à tourner la tête, ouais, c'est faux amis. C'est presque comme dans les langues où il y a des faux amis, mais sauf que là, il y a cette séparation maintenant qui s'est faite. Donc, je travaille d'abord avec la question des mots, puisque au début était le verbe. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui avec LFI, comment la manipulation de la langue, comment ils arrivent à coloniser les cerveaux, comment ils arrivent à entacher tout ce qui fait que notre démocratie tient debout, et ils font de notre devise. Vous voulez un verre d'eau? Ça va. Ah, mime. Oui. En fait, ils font de tout ce qui, normalement, nous rassemble, nous divise. Liberté, égalité, fraternité. En fait, ils font de la liberté quelque chose qui peut tuer l'autre. Ils font de l'égalité, de l'égalitarisme. Et où, finalement, c'est la victimocratie qui l'emporte. C'est-à-dire qu'en répétant colonisation, apartheid, génocide, et en vous pointant du doigt en tant qu'homme blanc, mais aussi moi, en tant que femme noire, donc qui est comme, pour eux, Banania, une négresse de maison. Je vais dire les mots, une puta juive. Voilà, c'est tout ça, en fait, pour nous déstabiliser et pour, à la fin, nous déshumaniser, mais surtout qu'on puisse se taire. Culpabiliser, intimider. Donc, en fait, il y a un processus qui est de l'ordre de la disqualification. Donc, forcément, dès que vous portez un discours qui dérange, vous êtes d'extrême droite, on a oublié de dire,
d'extrême droite, et vous participez à un génocide exprès pour véritablement que vous puissiez vous gommer vous-même. Donc ça, c'est l'objet du livre Encore debout, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je finis sur Racé. Racé, c'est 3 piliers, donc les mots qui nous séparent, avec tous ces mots des décoloniaux, des mots qui sont rentrés peu à peu dans le langage, parce que raciser, maintenant, ça fait partie du langage, c'est-à-dire que, et c'est honteux, c'est-à-dire ce racialisme, c'est une aberration pour moi. Alors que normalement, en tant que Français, on est Français parce qu'on croit dans notre devise républicaine, parce qu'on n'est pas Français par ethnie, on n'est pas Français par religion, on est Français parce qu'on croit à ces valeurs de la République qui sont galvaudées aujourd'hui, dévoyées parce qu'on n'a pas fait attention à nos valeurs de la République. Alors, ensuite, il y a un deuxième pilier dans Racé, ce sont les mots qui vont nulle part. Et c'est ceux-là, en fait, que les politiques ont employés depuis 20, 30 ans, en essayant d'acheter la paix sociale. Mais on voit aujourd'hui qu'en essayant d'acheter la paix sociale, eh ben, on a été désarmés, en fait, face à ce terrorisme intellectuel. Alors ces mots, c'est vivre ensemble, faire société, des mots, en fait, qui sont dans un ronronnement, dans des discours qui ne vont nulle part, et donc ce sont les mots qui ne vont nulle part parce que derrière, il n'y a pas d'action forte, intransigeante. Normalement, face à l'antisémitisme et face à la haine du juif, tout le monde devrait se lever dans la rue, dans le métro, à l'école de la République. Ce qui est devenu l'école de la République pour nos enfants, on ne peut plus apprendre ce qu'est la Shoah ou ce qu'est Israël ou autre, où les professeurs ont peur d'être sur un estrade, ça aussi, c'est affligeant. Et puis enfin, j'ai essayé, et c'est mon travail aussi, ma responsabilité, d'insuffler, et surtout dans cette période qui fait mal, cette période triste, d'insuffler les mots de la réparation, Tikkun Olam. En fait, nous avons beaucoup de mots. Moi, j'ai essayé dans ce livre de prendre mes mots personnels, mes mots intimes. Mais je pense que peut-être chacun, on peut essayer de trouver 5-6 mots qui nous font du bien. Moi, dans les premiers mots, il y avait silence, mais pas le silence complice. Le silence parce que, avec ce genre de personnes comme Dieudonné, Mehdi, Médine, Rima Hassan, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour rien. J'avais besoin d'un silence pour savoir retrouver le chemin de ma pensée. Parce que souvent, avec les réseaux sociaux, parfois vous voulez parler ou je parle toute seule ? Allez-y, allez-y. Ah d'accord. J'interviendrai. D'accord, ok. Parfois, on ne sait plus ce que l'on pense finalement. Il y a un tel qui vous dit telle chose, un tel qui vous dit une autre. Et alors, on a du mal à se poser avec nos doutes, nos interrogations et notre propre pensée. Donc un silence, ça peut faire du bien à certains moments. Moi, j'en ai besoin pour écrire ces bouquins-là. Il y a aussi quelque chose qui m'est très cher, c'est la création, l'art, les artistes. On était cette semaine avec Arthur au musée, voilà. Et ça a été un vrai moment pour soutenir les artistes. Et en fait, ils ont créé des choses fabuleuses en rapport avec le 7 octobre. Porter les artistes, en fait, qui nous font du bien. Il y a cette petite Mia que j'ai pu rencontrer et qui dit « We will dance again ». Baruch Hashem, we will dance again. D'accompagner ces artistes parce que ce sont les législateurs de l'ombre. Ils prennent des risques. Et je parle des vrais artistes, pas des influenceurs de haine, pas des gens qui font des trucs sur Instagram ou je sais pas quoi pour essayer d'insuffler la haine de l'autre ou la haine d'Israël. Des artistes qui sont dans des chemins inexplorés mais qui font qu'on puisse garder le lien entre nous et qui nous ramènent vers nos émotions et qui nous ramènent vers la réparation. La réparation, c'est toujours douloureux, la réparation. Ces personnes qui nous disent colonisation, apartheid, génocide, c'est des personnes qui ne veulent pas la réparation, qui veulent rester dans cette haine, et dans cette haine, toujours pointer le bourreau. Je prends exemple sur les questions de décoloniales.
en pointant l'homme blanc, et notamment l'homme blanc de plus de 50 ans, mais toujours de manière incessante. C'est se faire croire, et j'en parlais tout à l'heure, c'est se faire croire qu'on vit en Alabama dans les années 50. C'est se faire croire que je suis Angela Davis. L'autre, il veut se faire croire qu'il est Robespierre. L'autre, il veut se faire croire qu'il est... Vous savez qui c'est. L'autre, il veut se faire croire que... L'autre, il veut se faire croire qu'il est Che Guevara. L'autre, il veut se faire croire... Mais, enfin, c'est-à-dire que ça va pas bien du tout, hein, dans la tête du tout. On est en 2024. Donc, en fait... couper avec ce genre de narratif, ce genre de récit, et intervenir surtout à la moindre parole qui est complètement décadente. Le problème, c'est que les enfants, comme c'est facile, et comme en fait c'est dénué de connaissances, et comme on n'a pas besoin d'ouvrir un livre, les fake news et la propagande arrivent beaucoup plus vite, évidemment, que d'ouvrir un ouvrage, tome 1, tome 2, tome 3, reparcourir, se poser des questions. Donc voilà, on sait comment ça insuffle. Mais si je peux intervenir. Pas du tout, non, il faut me laisser parler. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme est totalement banalisé. Mais on voit actuellement en France que toute l'histoire de France, maintenant, est en accusation. C'est-à-dire que tout ce qu'ont fait les rois de France, tout ce qu'a fait Bonaparte, tout ce qu'ont fait les grands de notre pays, ce sont maintenant des monstres, ce sont des traîtres, ce sont des esclavagistes. Et la France, malheureusement, est dans un état lamentable, parce qu'il n'y a plus du tout cet esprit, comme disait Rachel, de républicain. Et ça, c'est très grave. Et malheureusement, tous nos derniers présidents n'ont rien fait pour arranger les choses. Ils ont laissé pourrir la situation. Et on est maintenant dans une situation, on ne sait pas si un jour, on va pouvoir retrouver le droit chemin. Non mais Rachel n'a pas besoin d'une protection. Vous aviez parlé quand vous prenez le métro, vous n'avez pas des... Après, les questions après. Vous avez peur. Alors, je voudrais dire encore juste une petite chose, c'est que Rachel et moi, on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux enfants de déportés. Alors, et on est tous les deux noirs aussi. Et on est tous les deux noirs. Mais je suis allé à Eilat la semaine dernière pour bronzer encore plus. Voilà, pour pas faire... Oui. Je suis pas loin, hein, quand même. Hein. Allez. Non mais vous avez raison, absolument. Non mais sur gommer toute l'histoire. En fait, c'est gommer l'histoire pour que finalement les pires horreurs de l'histoire recommencent. Oui. C'est ça la finalité, et que finalement Jean-Luc Mélenchon, c'est après moi le déluge, c'est créer le chaos à tout prix. Là, il a trouvé un bouc émissaire, et par clientélisme, aller s'acoquiner avec le wokisme qui tend la main aux frères musulmans pour imbiber la société, pour que... Mais j'y viendrai un peu plus tard. Je finis sur les mots qui réparent. Et dans les mots qui réparent, il y a aussi la question de la signature. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi j'ai l'impression... On peut rechercher pourquoi nous. À chaque fois, on dit pourquoi nous. Mais il y a plein de raisons. Notre rapport au texte, notre rapport à la bibliothèque, notre rapport aux questions, le fait que lorsque on est deux dans une pièce, il y a 6 avis différents, le fait que c'est une vie en intimité avec la démocratie, où chaque voix compte, chaque voix peut s'exprimer, où on n'est pas d'accord, et que d'un coup, 5 minutes plus tard, on fait corps pour justement être d'accord lorsqu'il y a des enjeux et des défis à surmonter. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où on veut à tout prix cliver, où on veut à tout prix qu'il y ait des replis identitaires pour que cette France soit fracturée. Elle est fracturée. Moi, j'ai pas bien aimé quand on a dit importation du conflit, parce que le conflit, il était déjà là, il était en préparation depuis des années.
On a vu ce que dans les associations sportives, culturelles, comment les frères musulmans sont entrés dans ces associations pour, les jeunes ils disent matrixer, pour faire un lavage de cerveau à nos jeunes, pour faire ressortir toute la haine et la colère contre les juifs, mais aussi effectivement contre les femmes qui ne doivent pas s'habiller comme ci, comme ça, pour disqualifier toutes les paroles différentes, donc tuer la démocratie. Moi, j'essaie de réapprendre à nos jeunes ce qu'est la signature. Et c'est par rapport au nom et au prénom. D'avoir son nom et son prénom. Pas un nom et un prénom clanique, pas un nom et un prénom de blanc, de noir, de trucs. D'avoir un nom et un prénom pour se faire son propre récit, pour s'émanciper, pas être dans la victimocratie, la victimologie ou autre. C'est Gilles William qui dit la martyrocratie, je crois, parce qu'il m'a copié un peu. Et mais plutôt l'inverse, d'être fier de son nom et de son prénom et d'avoir sa signature qui est même plus qu'un nom et un prénom, qui est sa manière de rire, sa manière de marcher, sa manière de tourner la tête, sa manière de regarder. Et ça, en fait, je crois que nos enfants en France ont perdu ça parce qu'ils sont dans un moule et effectivement et dans une masse qu'insufflent ces doctrines-là, parce que ce sont des doctrines où l'individu disparaît pour simplement faire partie d'une masse de haine. Et puis, j'aimerais vous parler aussi un peu de la créolisation, parce que ce mot-là, il a été repris par Jean-Luc Mélenchon, et c'est pas du tout la définition, comment il instrumentalise les mots. J'ai travaillé avec la personne qui a inventé ce mot créolisation. C'est pas une question de créole, c'est pas une question des Antilles, c'est pas une question que tout le monde va être comme Armand et moi noir comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est pas tout le monde avec du tiponche, etc. La créolisation, c'est ce qu'on a pu vivre au moment du Covid. La créolisation, c'est s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres pour justement relever les défis. C'est vivre à l'heure... Il y a une mouche là. C'est vivre à l'heure israélienne, à l'heure allemande, à l'heure indienne, à l'heure brésilienne, quand on a un virus qui nous attaque. Et moi, j'aimerais cette créolisation par rapport au 7 octobre-là, c'est-à-dire qu'on puisse vivre à l'heure israélienne partout dans le monde parce qu'il y a eu le 7 octobre et que c'est en réalité une attaque qui touche toutes les démocraties. Et je n'arrive pas à comprendre comment on ne veut pas voir que face à ça, à cette barbarie-là, des terroristes, nous sommes un. Et c'est ça qui m'a fait écrire à Karim Khan, le procureur de la CPI, parce que lui aussi, en fait, il se prend pour quelqu'un d'autre dans un temps passé. C'est-à-dire qu'il est triste d'être né trop tard. Aujourd'hui, le droit international, c'est plus seulement des questions de souveraineté. Le droit international aujourd'hui, et j'ai eu une interview tout à l'heure avec Tandem où j'ai dit il serait temps de faire un kaddish pour le droit international. Parce que le droit international tel qu'il est là, il est plus là. Aujourd'hui, le droit international pourrait être vivant si on avait des textes et des États, notamment les démocraties, qui se mettent ensemble pour écrire en fait un droit international relatif au terrorisme mondial, avec ces différents groupes terroristes, avec ces actes où aujourd'hui, il n'y a pas de règles par rapport à cette barbarie, parce qu'on n'avait pas imaginé ça, donc forcément, on est obligé de venir après. Qu'est-ce que c'est que cette attaque du 7 octobre en droit international? Qu'est-ce que c'est que de prendre ces femmes et ce viol de masse en droit international? Et c'est toutes les questions, vous pouvez retrouver la lettre ouverte que j'ai écrite à Karim Khan, avec toute cette liste de choses. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on ne respecte pas les morts comme ça? Lorsqu'on crache sur les morts, qu'est-ce que c'est? Je m'éloigne un peu, mais je reviens sur les bouquins à chaque fois. Et donc c'est ça en fait que mes activités auprès des jeunes, essayer de leur faire comprendre que sortis des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui
le 6e front de la guerre. Nous avons... je parle beaucoup avec Mathias Inbar de I24 News. Nous avons ces fronts terre, air, mer, espace, cyber et réseaux sociaux. Et c'est comme ça que cette haine insuffle. Et là, pour le coup, c'est une haine numérique mondiale. Donc voilà, protéger nos enfants. Et malgré tout, je voulais, après le 7 octobre, écrire Encore debout. C'est un livre que j'ai apporté ici. Pour dire qu'on est encore en vie. Même si on est resté bloqué au 7 octobre. Pour dire qu'on est encore là, pour essayer de libérer la parole, parce que je sais que la banalisation de la haine, elle est là, mais d'essayer d'être en plateau pour ne pas laisser passer chaque mot, de faire comme dans l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait, chaque petit geste compte. Souvent, il y a des personnes qui se sentent démunies, qui disent « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Mais en fait, si, on peut tous faire quelque chose, il suffit d'être un tout petit peu créatif, mais il y a des choses qui se passent qui ne sont pas possibles. Et en fait, si ça ne vient pas des États, au moins que ça vienne de nous, parce que la différence entre la Shoah et maintenant, c'est que pendant la Shoah, ça venait de l'État. J'aime pas dire les lois de Vichy, parce que la pauvre ville de Vichy, ils sont les pauvres. Les lois de Pétain. Parce que moi, je connais Pétain, contrairement... Oui, contrairement à un âne. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Mais justement, c'est-à-dire qu'avant, ça venait de l'État, et aujourd'hui, ça vient du peuple. Et c'est là où on a tous notre responsabilité, bien sûr. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, la petite tranche, elle se déploie d'une manière, c'est l'effet papillon, en fait. Donc une petite parole, et une petite parole comme ça devient quelque chose de grand, jusqu'à Samuel Paty, jusqu'à Dominique Bernard. Et tout ça pour vous dire que Encore debout, je l'ai écrit... en fait, je l'ai écrit après... Alors, Richard Malka, c'est mon avocat. Et en fait, tout le temps, donc je me suis confrontée à Dieudonné, je me suis confrontée à Médine, après c'était Rima Hassan. À Rima Hassan, et il me dit, mais dis donc, tu les collectionnes. Je dis, oui, mais en fait, il ne supporte pas que je sois... Oui. Oui, ça parce qu'ils sont racistes. Est-ce que Karim Kar nous a répondu? Mais surtout, il ne supporte pas que je sois une femme libre. Ça, il ne le supporte pas. Et donc, je voulais écrire Encore debout par rapport à ça, mais aussi parce que nous sommes encore debout et que malgré tout, nous ne parlons plus le même langage en France. C'est-à-dire que cette toute petite partie dont vous parliez fait en sorte que dans nos mots, nous ne nous comprenions plus. Et donc, ça commence par là, la discorde. Et c'est pour ça que dans ce livre, je me suis malgré tout amusée à me transformer en avocat de LFI, donc où j'ai fait une plaidoirie. De toute façon, c'est assez simple parce que c'est toujours les mêmes mots. Une plaidoirie alors plus loin que le Rassemblement national, mais de l'extrême droite, enfin, en tout cas de l'ultra-droite, la droite nationaliste. Une plaidoirie que j'aime bien aussi, c'est la plaidoirie des pas-de-vaguistes. Ceux qui tournent la tête, ceux qui sont Qui ne veulent pas voir. à la tâche. Et puis ensuite, j'ai fait ma propre plaidoirie, mais quand on analyse, quand on met côte à côte ces différentes plaidoiries, on voit bien à quel point, dans le langage, comment on veut nous empêcher de penser et comment on veut aussi nous anesthésier de toute action. Et il est là, pour moi, le principal problème. Et surtout, je suis heureuse d'avoir sorti ce livre Encore debout. Il a peut-être fait moins de bruit que Racé, mais en tout cas, par rapport à la situation en France, en termes d'Assemblée nationale et de gouvernement difficile à composer, ça montrait aussi toute la problématique de ce peuple, en fait, qui n'arrive pas tout à fait aujourd'hui à trouver la voie parce qu'on l'a
on l'a retiré de son droit chemin, qui est celui, en réalité, de nos Lumières, de cet humanisme inscrit dans notre Constitution. Parce que quand vous avez un parti politique qui considère que la Constitution est anticonstitutionnelle, que la laïcité est islamophobe, que la fraternité c'est de la colonisation, et ben forcément que ça pose un problème après pour relever le pays. Et le problème dans tout ça, c'est que malheureusement, c'est une minorité agissante qui prend le pas sur une majorité silencieuse. Et malheureusement, la majorité des gens tournent la tête, n'osent rien dire. Et on le voit même en Israël. Hein. Il y a eu un gouvernement qui a été élu démocratiquement, mais qui n'a jamais pu gouverner comme il le devait, parce que cette minorité agissante a pris le pas et nous a un petit peu engloutis dans ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Oui, mais à partir d'aujourd'hui, parce que je viens là pour qu'on puisse être une majorité bavarde. Oui. Voilà. Donc c'est bien. Je ne parle pas trop parce que mes amis ici ils savent que je suis très bavarde. Non, mais c'était d'engranger un moment pour que de plus en plus de monde puisse parler. Après, en France, c'est difficile, mais malgré tout, cette minorité, donc cette majorité silencieuse, malgré tout, elle est aussi très présente. Et vous parliez de ces news, mais pas que, différentes chaînes. J'ai reçu beaucoup de messages aussi en soutien, et je pense que vous aussi, vous avez reçu beaucoup de messages. Voilà, c'est-à-dire qu'il suffit juste que les Français n'aient pas peur de se rappeler à eux-mêmes. Alors maintenant, peut-être pour conclure un petit peu, après comme ça on peut échanger, j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai écrit juste avant de venir. C'est un texte qui est écrit de manière un peu différente parce que le fait d'être ici, comme je dors, je suis reposée. Il n'est pas soporifique. J'espère qu'il n'est pas soporifique. Alors, on a entendu, on n'a pas regardé tout de suite, on n'a pas voulu, on a crié sans savoir, on savait, puis on a vu, ça s'est imposé, on a tourné, retourné, toujours les mêmes images, on a pleuré sans savoir tout, on a eu peur, on a eu honte, on s'est caché, on a enlevé nos mésouzotes de nos portes, on a enlevé nos chaînes, on a changé nos noms, on a pensé aux nôtres, on n'a rien fait, on a pleuré, on a tourné la tête, on a baissé la tête, on s'est pris la tête, on s'est engueulé, comme d'habitude, on s'est engueulé, on a dit merci, on a dit pardon, on s'est encore engueulé, on a dit pourquoi nous, on a répété pourquoi nous, alors qu'on savait très bien pourquoi nous. On a posé des questions inutiles, on connaissait les réponses. On a dit « ma famille ceci, ma famille cela », sans regarder les vivants. On a dit « je m'appelle comme ci, je m'appelle comme ça ». On n'a pas écouté comment s'appelait celui d'en face. On s'est mis en boule dans le lit. On a fait ça par automatisme, par égoïsme, par égocentrisme. On s'est remis à prier. On a dit « we will dance again ». On s'est même tatoué. On a dit « bring them home now ». On a mis du jaune, beaucoup de jaune dans nos messages, beaucoup de jaune sur nos vestes. On s'est enrubanné. On ne savait pas quoi faire. On voulait se faire croire qu'on ne savait pas quoi faire. On a perdu des amis, on a perdu beaucoup d'amis. On a gagné des silences. On a connu l'humiliation. On a fait face aux calomnies. On a fait face au désarmement massif, ou plutôt, on a compris ce qu'est le désarmement. On n'avait plus de mots parce que les mots avaient été remplacés par d'autres. On n'a pas vu le truc venir. On a voulu croire qu'on n'avait pas vu voir le truc. On n'avait plus d'histoire non plus. Elle avait été remplacée par une autre aussi. Une histoire de hashtag, une histoire de X, une histoire de TikTok, une histoire de tendance. On a crié, on a repleuré, on a perdu des enfants, on a prié, on a fait Shabbat, on a fait toutes les bar mitzvahs, on a fait toutes les bat mitzvahs, on était de tous les mariages, comme des refrains à tous les kaddish. On a redit ma famille, on a répété Shoah, on a crié Auschwitz,
On a répété Pologne, Maroc, Sobibor. On a dit train en voulant prendre l'avion. On a dit chambre à gaz en pensant à la terre, Eretz. On n'a pas pensé. On n'a pas pensé à l'air en se baignant dans l'eau. On a voulu rien voir. On n'a toujours rien vu. Et surtout, on n'a toujours pas entendu en faisant le schéma. On disait famille, mais on disait fantôme. On s'est engueulé encore. On a dit c'est notre histoire. On a dit et donc. On n'avait pas avancé. Et puis un soir, on a dit nous sommes en 2024. Et certains ont précisé nous sommes en septembre 2024. Et on entendait les autres répondre ça fait presque 1 an. Et on a dit oui, ça fait presque 1 an. Et quand certains ont dit mais pourquoi nous? Et quand d'autres ont dit la diaspora ceci et la diaspora cela, quelqu'un s'est levé, c'était une femme, je crois, ou un homme, peut-être. Et cette personne a dit « stop ». Et quand elle a parlé, on s'est tous regardés. Et on s'est regardés en étant des nôtres. Heureusement qu'il ou elle a parlé. On a failli s'habituer à la haine, on a failli s'habituer à la guerre. Heureusement qu'elle a parlé. On a failli s'habituer à se faire la guerre entre nous au lieu de nous sauver, au lieu de sauver nos vies, au lieu de sauver nos âmes. Et puis ensuite, la personne n'a plus rien dit. Alors, on s'est dit mon frère, alors on s'est dit ma sœur, on s'est dit mon sang, on s'est dit ma vie, on s'est rappelé de ces mots-là, des mots qui sauvent, qui accompagnent les gestes de la même veine, les premiers gestes, les premiers mots. On a regardé ce que nous avions déjà fait. On a regardé pareil. On s'est dit qu'il fallait continuer. On a sauté vers nous-mêmes. On n'a plus fui. On s'est sauvé du passé en se sauvant au présent, en se regardant comme une famille au présent, bien vivante. On a dit retrouvailles, on a dit soutien, on a dit, pour résumer, on a dit action. Et je dis, je suis tellement heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup.